Saga présente les petits tutos pour bien grandir. Je me fais obéir sans crier de Nina Bataille et lu par Chloé François. Avant-propos. Vous avez des enfants ? Vous êtes alors très bien placé pour savoir qu'ils n'écoutent pas toujours ce que les adultes leur disent. Il n'est pas facile de se faire obéir sans crier, ni répéter 1000 fois la même consigne. Vous avez parfois l'impression d'être un perroquet ? Vous vous sentez épuisé ? Opposition, cris, pleurs, crise de rage. Selon leur âge, leur niveau de fatigue ou leur besoin de s'affirmer, vos chers bambins vous mettent à rude épreuve avec leurs écoutes sélectives. Caprice ou pas caprice, vous vous sentez désarmé et vous vous interrogez parfois sur leurs réactions. À la lumière des neurosciences et des dernières connaissances en sciences du comportement, apprenez à décoder le comportement de vos enfants. Mieux les comprendre vous permettra d'instaurer une relation de confiance et d'écoute. De l'autoritarisme au laxisme, découvrez les différents types d'autorité et leurs conséquences sur la relation avec vos enfants. Pour vous faire obéir en douceur, sans vous épuiser, sans cris ni fessées, sans punition ni sermon, découvrez les clés de l'autorité ferme et bienveillante. Prenez confiance dans votre rôle de parent et apprenez à vous imposer de façon naturelle et implicite. Réagissez de façon appropriée en vue de désamorcer leur crise. Dans cet ouvrage, familiarisez-vous avec des techniques concrètes et applicables dans différents contextes pour gagner en efficacité. Sachez poser un cadre et vous y tenir. Déjouez l'agressivité de vos enfants, apprenez à dire non. Trouvez des alternatives aux punitions et comprenez comment sanctionner justement. Favorisez la coopération et en bonus, apprenez à prendre soin de vous pour tenir sur la durée. Chapitre 1. Comprendre pourquoi l'enfant n'obéit pas. Le cerveau encore très immature du tout petit rend difficile le contrôle de ses émotions et de ses actions. C'est donc à vous de le comprendre et de vous adapter. Par ailleurs, le jeune enfant est motivé par la recherche de son plaisir. C'est pourquoi il suit ses envies au lieu de faire ce qui lui est demandé. Patience. L'obéissance viendra avec la répétition des consignes et le temps. L'autorité, une question d'équilibre. La notion d'autorité est parfois confuse dans notre société. Entre « c'est comme ça et ce n'est pas autrement » et « il est interdit d'interdire », voici quelques clés pour vous y retrouver et définir un juste équilibre. Les conséquences et les limites de l'autoritarisme. L'autorité n'est pas l'autoritarisme. Imposer des règles et des points de vue sans jamais tenir compte de celui des autres ni des circonstances, un peu comme on le ferait pour dresser un animal, rechercher un certain pouvoir ou un certain contrôle, utiliser un vocabulaire très tranché, ne laissant aucune marge de manœuvre. Il faut, tu dois, c'est obligatoire, c'est formellement interdit. Voilà les signes d'une éducation autoritariste. En conséquence, selon la personnalité, l'enfant aura tendance soit à se soumettre à la volonté des autres, ce qui le freinera à l'âge adulte pour s'affirmer, soit s'il a un caractère plutôt rebelle, à cacher, mentir ou tricher pour arriver à ses fins. En ce qui concerne les relations parents-enfants, une autorité trop rigide n'entraîne pas le respect, mais la soumission, la crainte ou la rébellion. Les conséquences et les limites du laxisme. L'autorité est nécessaire pour faire grandir l'enfant dans un cadre protecteur et sécurisant. L'absence de repères et de limites, la bienveillance à tout prix et en toutes circonstances, et la croyance que les enfants peuvent très bien se débrouiller seuls, peuvent être très angoissantes pour un enfant. En conséquence, il peut se sentir délaissé. On me laisse tout faire, on ne s'intéresse pas à moi, on s'en fiche de moi. Ou bien avoir tendance à faire des bêtises pour attirer l'attention dont il a tant besoin. En matière de relations parents-enfants, une autorité trop permissive peut affaiblir l'estime de soi de votre enfant ou le pousser à adopter des comportements dangereux. Le petit plus. Père et mère doivent-ils exercer la même autorité ? De nos jours, l'égalité des rapports entre hommes et femmes a engendré une autorité aussi bien féminine que masculine.
De fait, l'autorité est devenue plus mixte et la discussion est venue compléter les règles imposées, l'enfant étant incité à s'exprimer comme une personne à part entière. Père et mère se partagent l'autorité sur leurs enfants, y compris en cas de divorce. Comment trouver un juste équilibre ? On a tendance à opposer écoute et règles, alors qu'en réalité, il est tout à fait possible d'être à la fois ferme et bienveillant. Entre l'autoritaire reine de cœur d'Alice au pays des merveilles et le permissif Baloo dans le livre de la jungle, il existe un juste milieu. Mary Poppins. L'écoute et la réciprocité sont les clés de l'autorité bienveillante qui renforce la confiance et le respect entre parents et enfants. Parlez-leur avec respect, quel que soit leur âge. Prenez-les au sérieux quand ils vous confient ce qu'ils ont sur le cœur. Apprenez-leur le pardon en leur montrant l'exemple lorsqu'une parole malheureuse vous a échappé. J'étais très en colère tout à l'heure pour tes coloriages sur le mur. Pardon, je n'aurais pas dû te dire que tu étais complètement stupide. Et rappelez les règles fermement. On n'écrit pas sur les murs. Tu as des feuilles pour cela. À retenir. Sentez-vous légitime. Avoir de l'autorité, c'est être profondément convaincu que ce que vous demandez est juste. Votre enfant doit sentir que vous ne vacillerez pas. En adoptant cette posture, en choisissant bien vos mots, vous allez gagner en autorité tranquille et du même coup en sérénité. Si vous doutez, l'enfant ne va pas y croire et votre légitimité pour lui imposer des règles sera mise à mal. Tenez compte de l'immaturité de son cerveau. Les dernières découvertes scientifiques sur le développement et le fonctionnement du cerveau démontrent qu'une relation empathique est indispensable pour permettre aux enfants de déployer pleinement leurs capacités intellectuelles et affectives. Tout s'imprime en profondeur dans le cerveau très malléable du jeune enfant. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que sont apparues les neurosciences affectives et sociales, qui permettent de décoder les mécanismes cérébraux des émotions et des capacités relationnelles. Grande découverte. Nos paroles et nos actes ont une influence cruciale sur le développement du cerveau de nos enfants, qui est très immature avant 5 ans. L'enfant a besoin d'être écouté et d'être à l'écoute. Pour qu'il se développe au maximum de ses capacités, le cerveau des petits a besoin d'une relation empathique, soutenante et aimante. L'enfant a besoin de se sentir compris. En ressentant, en comprenant ses émotions et en lui exprimant votre soutien, vous développez l'empathie qu'il sera capable d'éprouver et d'exprimer aux autres ainsi qu'à lui-même. L'auto-empathie lui permettra de comprendre ses propres émotions, donc d'être capable d'identifier ce dont il a besoin. Comprendre et accompagner les émotions de l'enfant. Comme l'indique la pédiatre Catherine Guéguen, auteure du best-seller Pour une enfance heureuse, le maternage, prendre soin, rassurer, sécuriser, consoler, est crucial pour le développement des tout-petits, mais ne leur est pas exclusivement réservé. À n'importe quel âge, l'enfant peut en avoir besoin. Quand un enfant tape, griffe ou mord, ce n'est pas parce qu'il est méchant. Il ne le fait pas exprès. C'est simplement l'expression maladroite et immature d'un besoin insatisfait. Et c'est bien normal, puisqu'il est petit. Il est traversé par des tempêtes émotionnelles qu'il ne comprend pas et qu'il n'est pas en capacité de gérer. Par exemple, il tape parce qu'il voudrait récupérer son jouet. Il pleure car il est épuisé et ne sait pas comment trouver du calme pour se reposer. Il crie puisque c'est la seule manière qu'il a trouvée pour attirer votre attention. Tu n'es pas gentille. Lui reprocher son comportement est contre-productif et nocif pour son épanouissement. Il sera beaucoup plus efficace de l'apaiser au lieu de le punir, car la punition ne viendrait qu'augmenter son niveau de stress et amplifier le comportement qui vous pose problème. Bien entendu, il ne s'agit pas de lui laisser tout faire. Stoppez-le en lui rappelant les règles. On ne tape pas. Puis, soyez empathique avec lui. Mettez des mots sur ce qu'il ressent afin de diminuer l'intensité de ses émotions. Tu es en colère ? Tu t'ennuyais ? C'est ainsi qu'il va comprendre ce qui se joue en lui et qu'il se familiarisera avec ses propres émotions au lieu de les subir sans les comprendre.
À retenir. Cela ne vous viendrait pas à l'idée d'ordonner à un bébé de 6 mois de ranger sa chambre. Vous savez bien qu'il n'en est pas capable. Parfois, nos demandes sont incompatibles avec la maturité cérébrale de notre enfant. Qu'est-il raisonnable de lui demander en fonction de son âge ? Pour le déterminer, il faut savoir que le cerveau comprend différentes parties qui ont chacune un rôle distinct. Le cerveau reptilien. Il provoque des réactions impulsives et spontanées, telles que se défendre, fuir, crier, se mettre en colère, avoir peur. Avant 2 ans, l'enfant utilise surtout cette partie-là de son cerveau dans ses réactions. Le cerveau limbique. C'est le centre des émotions et il gère aussi les apprentissages. Les enfants commencent à pouvoir bien l'utiliser vers 7 ans, le fameux âge de raison. En attendant, ils sont très souvent débordés par leurs émotions, qui sont décuplées par rapport à celles d'un adulte. Le cortex préfrontal. Il permet de s'adapter, d'être serein, de comprendre les émotions. Ce n'est que vers 25 ans que l'être humain est en pleine capacité d'utiliser cette fonction. Voilà pourquoi vous devez aider un enfant à se calmer. Les câlins et les paroles réconfortantes permettent la maturation de cette partie du cerveau. Répondez aux besoins de votre enfant. Lorsque votre enfant fait une crise de colère, d'angoisse ou se sent particulièrement stressé, il est important de s'interroger. Ses besoins essentiels sont-ils satisfaits ? Car si ce n'est pas le cas, il faudra nécessairement répondre à ce manque avant de chercher à obtenir un retour au calme. Changer de point de vue. Tous les êtres humains, grands ou petits, partagent les mêmes besoins, lesquels peuvent être satisfaits par toutes sortes de stratégies. Par exemple, nous avons tous des besoins de sécurité, de protection, de divertissement, mais nous pouvons les satisfaire de 1000 façons. Il n'y a pas de bons ou de mauvais enfants, mais seulement des enfants qui cherchent à satisfaire leurs besoins et, ce faisant, qui se comportent d'une manière qui s'accorde ou non avec nos propres besoins de parents. La communication non violente, un processus de communication élaboré par Marshall B. Rosenberg, nous enseigne la différence subtile, mais essentielle, entre un besoin et une stratégie visant à le satisfaire. Voici quelques exemples de besoins fondamentaux chez l'être humain. Bien-être et survie. Alimentation, hydratation, mouvement et repos, sécurité affective et matérielle, protection, soutien. Interdépendance. Acceptation, affection, amour, confiance, chaleur humaine, empathie, respect de soi et de l'autre. Jeu, défoulement, récréation, ressourcement. Accomplissement. Apprentissage, authenticité, créativité, expression, paix, sens, sincérité, spiritualité. Autonomie, choisir ses rêves et les moyens de les réaliser. Célébration, de la vie, des réalisations, des pertes. Pourquoi faut-il répondre aux besoins de son enfant ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.